commence alors. Guillaume Crouzet, je me suis déjà présenté lors du précédent panel sur la construction durable. Donc je suis en charge du développement Afrique pour le groupe d'architecture et d'ingénierie et de management de projet Archetype. Donc le groupe Archetype est un groupe qui a été créé en Asie il y a 20 ans, donc avec une forte expérience sur des projets mixed use, même si, comme on le verra pendant le panel, il y a des différences aussi importantes entre ce qui peut se faire en Asie, en Afrique ou en Europe. Et donc très heureux de partager ce panel avec Whitson. Alors, Whitson Monteiro, architecte associé à Architecture Studio, une des plus grandes agences d'architecture en France, basée à Paris, avec une agence en Chine, à Shanghai précisément, en Suisse, et un bureau ici à Abidjan pour mener à bien nos projets. Je fais un peu le développement de nos projets dans l'Afrique subsaharienne et au Maghreb. J'ai été très heureux de recevoir cette invitation pour parler parce que j'ai failli louper déjà ce panel puisque j'ai failli être en retard. Et ça, c'est un problème, le problème central de la manque de mixité programmatique d'abord, et après on peut parler des autres types de mixité dans les villes. Donc voilà, merci. Eh ben super, comme ça on lance directement l'introduction. Merci pour ces présentations. Alors Archetype, c'est 25 ans d'expérience dans le mixed use en Asie, et c'est intéressant justement de vous avoir sur ce panel parce que on sait qu'en Asie, il y a quand même des grands mixed use, des grandes villes en fin de compte, un développement qui est allé très très rapidement là-bas. Et donc c'est ce modèle-là qu'on va essayer de traiter dans ce sujet. Effectivement, donc en Asie, le modèle des mixed use s'est développé très rapidement, puisqu'en fait, il y a eu un problème de foncier très fort dans des grandes villes, que ce soit Bangkok, Ho Chi Minh, Singapour, autres. Et donc pour régler ce problème de foncier, il y a des mixed use qui ont été créés, mais surtout des mixed use verticaux, puisqu'on est surtout sur des gratte-ciel qui mixent les usages, bureaux, hôtels, centres commerciaux avec des basements où effectivement il y a beaucoup de centres commerciaux, et puis après ensuite quand on monte dans les étages, on va aller plutôt sur des programmations type hôtellerie ou bureaux. C'est lié aussi à la forte densité de population dans ces pays, qui est un peu différente en Afrique, même si des grandes villes comme Abidjan, mais Lagos ou Dakar, il y a aussi cette pression du foncier qui font que on va peut-être aller vers ce type de projet, de programmation dans les années à venir. Et alors, première question, je pense qu'on a tous une petite idée, mais qu'est-ce que c'est finalement les grands projets immobiliers mixtes en Afrique francophone? Alors, il y a la précision Afrique francophone, on reste à Abidjan, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est? On a essayé ici de mettre en quelques bullet points un peu les critères principaux, mais peut-être vous pouvez nous dire un peu votre définition. Whitson. Oui, si je reviens un peu plus en arrière, et si je ramène ça à l'Afrique, avec ses coutumes, ses traditions, et ainsi de suite, le passage d'un monde villageois à un monde urbain doit être accompagné pour cette réflexion sur c'est quoi la mixité urbaine, c'est quoi la mixité des usages. Et c'est vrai que dans ce passage, il n'y a rien de plus mixte qu'un village. En gros, un programme mixte, c'est un grand village ou un petit village où on peut vivre dedans, on peut être autonome, on peut faire les achats, on peut travailler, on peut épargner, divertir. Et cette notion de village, c'est ça que nous essayons en ce moment de prendre dans cet apprentissage de l'évolution urbaine africaine pour le ramener dans une autre échelle, bien évidemment, mais de ramener sur le projet d'aujourd'hui. Si je prends un exemple, je pense que ça serait intéressant de parler d'un projet d'actualité en ce moment à Abidjan, dont nous menons à l'entrée de ville à Marcory. Le programme qui nous a été demandé, c'était de faire un hôtel dans un grand foncier.
cette volonté d'aller découvrir le village dit, mais attends, est-ce qu'il y a un village hôtel? Oui, il y a un Club Med qui sont des programmes spécifiquement faits pour ça. Donc, la proposition que nous avons faite, ou la provocation plutôt, avant d'une proposition, nous provoquons. Donc, la provocation que nous avons faite aux clients en question, c'est et si nous faisons quelque chose de plus que votre hôtel? Mais bien sûr, vous aurez votre hôtel. Donc, on était dans un quartier Marcory, donc on peut augmenter, on peut densifier. Nous avons, dans un premier moment, divisé le programme en deux. L'hôtel est quelque chose d'autre. L'hôtel est quelque chose qui fait village. L'hôtel est quelque chose qui nous permet de vivre, de travailler. Et, comme si les étoiles s'alignaient derrière l'autre, on m'a prévenu, M. Montero, il y a un métro, il y a une station de métro qui va être à côté. Donc là, oui, on entre dans le village. Ça veut dire qu'on a le public, le chef du village, qui est l'État, qui ramène quelque chose, par hasard ou pas, mais nous trouvons dans le moment par hasard, qui est le métro, c'est quelque chose d'utilité publique qui va de toute façon être fait sur ce lieu. Donc comment nous prenons cet outil, on le voit comme un outil, et nous faisons en sorte d'intégrer notre projet dans cet outil. C'est-à-dire que l'hôtel n'a plus d'importance dans la réflexion qu'on peut voir sur l'urbanité. L'hôtel, désolé, je suis un peu bavard, mais l'hôtel n'a pas d'intérêt tout seul, c'est ce que je veux dire. Donc, bien évidemment, nous avons proposé l'hôtel que nous voyons ici dans l'image, qui est en chantier en cours, et accompagné à ça, il y a un programme immobilier avec des logements, avec du commerce, avec des bureaux, et surtout, cette liaison nette et franche avec quelque chose que le public nous a offert. En fait, la ville nous a offert quelque chose, et ça, c'est vraiment pour moi la conception que j'ai d'un village et dans un mixed use. On doit partir de village et après faire quelque chose d'autre. Et donc on est sur une autre dimension encore que le bullet point que j'ai mis au tableau, qui est une vision très programmatique, je dirais, et très tableau Excel, puisque je pense que c'est ça aussi, bon, ça nous permettait de raccrocher avec la partie financement. Je pense que Whitson reviendra sur le cas d'Aqaba, effectivement, parce qu'il est intéressant dans ce qui permet d'approcher comme développement de la ville, en fait, et de trouver cette définition du mix use, justement, pas qu'une partie programmatique. Alors sur la partie dimension de projet, Guillaume, toi qui as travaillé sur des dossiers on va dire d'importance aussi, et qui accompagne tes clients dès le début, il y a cette question aussi de connaissance, de structuration de projet pour amener justement à rechercher de la partie financement. Et donc c'est un peu la question qu'on va se poser derrière, c'est-à-dire que quand on parle de grands projets, on parle indéniablement de financement. Et donc quel est ton vécu? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, on est sur le nerf de la guerre, la problématique du financement. On en a beaucoup parlé lors des premiers ateliers de ce matin. Aujourd'hui, en Afrique, on se rend compte que, à la différence d'autres continents, que ce soit l'Europe ou l'Afrique, c'est les DFI qui jouent un rôle important aussi dans le financement de projets, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine, que ce soit aussi d'autres acteurs type même Proparco ou d'autres investisseurs plus institutionnels qui sont très impliqués en fait dans le développement de ces projets. C'est un peu une particularité, je pense, de l'Afrique actuellement, même s'il y a d'autres acteurs privés qui s'intéressent à ces projets mixed-use. On a dans la salle une personne qui développe des projets dans le secteur hospitality, qui investit dans le secteur hospitality. Il y a des fonds panafricains, je pense à des fonds comme Casada, qui sont dans cette démarche-là d'investir sur des projets mixed-use, comme ils le font actuellement sur Engrais, donc à Abidjan. Donc il y a un appétit qui arrive des investisseurs internationaux pour financer ce type de projet mixed-use, mais ça nécessite malgré tout encore voilà, le concours de banques privées, de banques internationales, de financeurs privés. Et donc ça ajoute un peu de complexité pour le montage de ces projets.
Oui, donc ça c'est la partie. Je pense que comment ça s'est passé, Whitson, sur la partie Aquabat, pareil, vous avez des financements qui sont externes. Vous, Moi, je suis qu'un pauvre maître d'œuvre, mais je peux me permettre de parler de ce qui est public. Revenons au village. Il n'y a pas de village sans, avec quelqu'un tout seul. Je ne peux pas arriver, moi, dire j'ai 10 francs, je vais faire un village. Ça ne marche pas. Il n'y aura pas de village. Il y aura ma chose que je vais mettre dans un moment ou dans un endroit. Pour faire un projet en mixed use, il faut un écosystème. On ne peut pas dire qu'il faut quelqu'un pour investir. C'est très facile, ça serait très facile. Parce que le raisonnement dans le financement, c'est très différent d'un programme à un autre. Si nous devons ramener le métro, nous ne ferons plus de projets immobiliers. Le métro, c'est quelque chose d'utilité publique. Si nous sommes hôteliers, nous sommes intéressés dans l'hôtel. Donc, on va faire en sorte que la rentabilité de notre hôtel soit quelque chose intrinsèque à l'hôtel. Donc, dans un projet comme Aquaba, je pense que l'intelligence qui a été mise en place, c'était de séparer les choses. C'était de dire, il y a un maître d'œuvre qui est comme le chef d'orchestre pour la partie urbaine, pour la partie ville, pour la partie projet, mais il y a d'autres acteurs qui sont peut-être plus importants, bien sûr, sûrement plus importants, mais qui doivent rester dans leur cloison, dans leur corps de métier. Et à Aquaba, l'intelligence de dire que l'hôtel, très bien, on prend moitié du terrain, on fait notre hôtel, l'autre, il y aura d'autres acteurs. La promotion immobilière, nous savons qu'on peut le faire financer, on peut le faire autofinancer. Nous commercialisons, nous construisons, on fait des décaissements et ça peut avancer même sans apport autre que les softs, les études, le parti intellectuel, le terrain, le foncier. Donc, c'est complètement différent si nous avons, tu parlais de Casada qui a besoin peut-être de bureaux à Abidjan, il cherche de bureaux. Il ne cherche pas un foncier pour dire, moi je vais investir dans le bureau pour que ça soit mes bureaux. Peut-être il va le faire pour le bureau de quelqu'un d'autre, parce que là ça entre dans un système de rentabilité et de financement dans le temps long. Donc dans cet écosystème à Abidjan, je pense qu'il y a des chiffres qui sont publics entre le financement en fonds propres de l'SCI en question, entre la BOAD qui est en train de financer pour presque, ça n'arrive pas tout le temps que la BOAD finance ce genre de projet, parce que c'est des projets qui doivent être beaucoup plus structurés, très structurés pour que ça soit financé par eux. Et après, là, il y a des banques commerciaux qui financeront sûrement la partie qui entrera dans une rentabilité dans le temps. Oui, tout à fait. Et on voit d'ailleurs que les banques de développement comme la BOAD, qui est un très bon exemple, parce qu'ils sont relativement dynamiques dans la sous-région, effectivement, ils s'appuient systématiquement sur des banques commerciales. Alors je pense que pour la partie Aquabas, c'est BNI qui est à côté. Je sais que la Société Générale travaille bien avec eux aussi. Donc c'est vrai que il n'y a pas l'un sans l'autre. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on rentre aussi dans ce jeu d'acteurs qui se complexifie, mais surtout sur l'idée que chacun a son rôle et chacun va pousser aussi la réussite du projet. Donc c'est ça. Donc en fait, on a quand même, et c'était un peu une définition qu'on cherchait à mettre en place ici dans ce première thématique, c'est sur la question des grands projets et des projets mixtes en particulier, qui va nous amener donc à ce deuxième point que je vous propose d'entamer, si vous voulez bien pour la slide, sur la partie des prérequis finalement au succès du financement. Pour la slide, s'il vous plaît. Allô, allô. Merci. Donc on a effectivement le deuxième sujet, on a choisi de les traiter comme ça, donc les succès pour la partie... en fait, quels sont les prérequis? On a listé encore une fois, on a fait une forme de bullet point et on arrive justement à ce jeu d'acteurs. Guillaume, je te sens direct à l'attaque, mais... Si on commence par la première, effectivement,
développer un projet mixed-use, c'est pas développer un projet juste de bureau, un projet juste hôtelier. Ça se base aussi sur une étude de marché qui doit être faite au préalable. Et c'est vrai qu'on a vu dans le passé des projets en Afrique qui étaient lancés sans études et avec un ciblage qui était un peu aléatoire et pas forcément voilà, une étude de marché très, très approfondie. Alors on sait qu'en Afrique, l'accès à la data n'est pas toujours aussi facile que dans d'autres régions. C'est un des challenges et c'est une des difficultés, mais il y a des prestataires, dont certains sont dans la salle, qui sont prêts à faire ces études de marché. Et je pense que c'est un investissement, on va dire, indispensable pour la réussite d'un projet mixed-use, où il y a, comme on l'a dit, multiples acteurs, des usages très différents. Et donc forcément, il faut vraiment passer un peu de temps sur cette étape d'étude de marché. C'est vraiment un préalable pour tout projet mixed-use. Oui, je pense qu'on peut insister là-dessus parce qu'en réalité, le boom démographique qui existe aujourd'hui dans les villes ouest-africaines, en tout cas celle-là, est tel que finalement l'urbanisation est assez mal contenue, sinon maîtrisée. On sent qu'il y a les grands pôles qui vont permettre l'urbanisation, qui en tout cas vont permettre la vie de quartier ou l'identification de ces nouveaux quartiers, de ces nouvelles zones existent. Ils sont dessinés par les institutionnels, mais en réalité, ça grandit tellement vite et ça galope tellement vite en termes de construction qu'on se retrouve à avoir des bâtiments qui poussent dans tous les sens et un peu dans du n'importe comment. Donc la question de l'étude de marché, elle est essentielle quand on vient de l'extérieur avec un financement, c'est-à-dire qu'on vient avec quelque chose de structuré, on vient avec quelque chose qui a une rentabilité sur un certain temps, et pour ça, il faut calculer effectivement quelle est à ce moment-là la démographie, quelles vont être les clientèles qui vont venir, etc. Si je prends, et là je fais un écho à un dossier qu'on connaît sur Grand Bassam, on sait que c'est une ville qui est en train de grandir à vitesse grand V, il y a énormément de résidentiels qui se construisent là-bas, mais pour autant, quel est le pouvoir d'achat des gens? Comment est-ce que ça se développe? Est-ce qu'on est sur de l'achat, de l'investissement? Est-ce qu'on est que sur de la location? Et ça, c'est effectivement des données qui sont difficiles à acquérir, d'autant plus qu'on n'est pas sur de l'Abidjan, sur un des quartiers d'Abidjan, qu'on pourrait l'être en Grès, par exemple, qui se développe aussi très vite. Et ça nous amène donc à cette question aussi de... Alors moi, je vais l'appeler expertise, merci. Expertise de la maîtrisage et de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de tous les acteurs qui vont tourner autour et qui vont permettre de nourrir justement les informations propres au démarrage du projet. La capacité de la maîtrise d'ouvrage, Whitson, tu en parlais tout à l'heure dans ton exemple d'Aqua, à se remettre en question sur ce qu'il avait en tête comme idée de projet. Aquaba, c'était d'abord un hôtel. Et puis finalement, la réflexion a été faite de dire, mais le positionnement de ce terrain, tout ce qui va s'y passer en termes de flux avec le métro qui arrive, etc., bah, c'est l'occasion de faire autre chose. Oui, mais encore une fois, notre devoir, nous, maîtres d'œuvre, le premier devoir, c'est le conseil, devoir de conseil. Nous devons conseiller notre maître d'ouvrage à prendre la bonne décision ou faire le bon choix. Dans cette devoir de conseil, la première chose que nous faisons quand nous demandons, je fais une parenthèse, je suis désolé, mais je ne peux pas résister. On nous a fait une demande de faire une villa de luxe pour un notable. Chose que parfois on dit on ne fait pas parce que ce n'est pas dans notre corps de métier, mais on sait le faire. Moi, dans cette analyse, je me suis dit, je demande un village, le programme c'était clair, un village, tout était bien décrit, et je vois qu'il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment de la maison et il y a les annexes pour le personnel, pour le service et tout ce qui va avec. Je dis, mais dommage, pourquoi on ne fait pas une maison où tout est dans la maison, en respectant le prérequis des uns et des autres, de sécurité, d'intimité. Et j'ai eu du mal, je ne savais pas comment convaincre le client en question qu'il y avait une notion d'exclusion quand nous faisons indépendance. Il y a eu une idée qui est venue autour de la table, c'est mais la dépendance, elle donne sur la piscine.
mais monsieur le maître d'ouvrage, c'est dommage quand même, vous allez avoir tout le personnel qui vous regarde sur la piscine. Ah oui, c'est pour ça que dans toutes mes maisons, je vais jamais à la piscine. Donc en gros, une volonté d'intégration est passée sur une provocation. Et ce devoir de conseil, donc si nous revenons dans notre mouton, on ne peut pas simplement prendre un programme et ne pas faire une analyse critique. Ça, c'est la première, pour nous, maîtres d'œuvre, c'est le premier prérequis. Je suis désolé, je ne suis pas le bullet point, mais il y a 2 points qui, par la suite, m'intéresseront. Ce seront les 2 points sur l'association des acteurs traditionnels et l'inclusion et la mixité sociale. Ça, c'est la même chose qu'on fait dans le village, c'est la même chose qu'on fait dans cette villa dont je viens de parler, et c'est la même chose que nous devons faire dans un projet immobilier. La mixité sociale, c'est une forme de mixité urbaine et on ne peut pas simplement dire que faire un projet mixte, c'est simplement à compiler et associer des programmes différents. Non, ça ne suffit pas parce qu'il y aura un moment que ça va avoir des limites, il va toucher ses limites. Donc, dans l'intégration des mixités sociales, parce que en gros, je reprends la bullet point là-haut sur le rôle de maîtrise d'œuvre et cette synergie qui doit être créée avec la maîtrise d'ouvrage. Je pense que, par exemple, à Kwaba, ça me fait beaucoup de plaisir de voir le chef du village à côté qui est venu bénir le projet avant le démarrage. Il y avait beaucoup d'aspects culturels qui ont été traités dans le moment-là. Et ça, c'est fondamental. Voilà, ça, c'est notre rôle. Si je peux parler simplement de la partie qui me concerne en tant qu'architecte. Peut-être rebondir sur ce que disait Whitson et sur le fait que, dans un projet mixed-use, ça intègre beaucoup de compétences, beaucoup de consultants, beaucoup d'intervenants, que ce soit dans certains cas des sociologues, des économistes, des architectes, des ingénieurs, des paysagistes, des urbanistes. Et c'est vrai que ça nécessite, de la part de la maîtrise d'ouvrage, la capacité de gérer l'ensemble de ces acteurs et d'avoir une certaine expertise. C'est pas donné à tout le monde de savoir gérer ce type de projet et de savoir aussi, dans certains cas, faire appel à une assistance maîtrise d'ouvrage parce que ça va être nécessaire, on va dire, pour la réussite du projet. Un maître d'ouvrage, c'est pas forcément son métier de développer ce type de projet. Il peut avoir l'idée, il peut avoir le financement, il peut avoir plein de bonnes raisons de développer son projet, mais derrière, s'il n'a pas l'expérience de gérer ce type de projet avec multiples acteurs, ça peut être aussi la sagesse d'aller voir une entreprise dont c'est le métier et qui va faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va accompagner le maître d'ouvrage dans la réalisation de son projet. Oui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que certainement par cette difficulté, ce manque d'expérience sur le mixed-use, en tout cas pour ce que j'en connais d'Abidjan, on a des programmes qui se développent à grande échelle, on a du résidentiel qui se développe à très grande échelle, on a de la partie bureau qui vient et qui se pose là où ça se pose, mais en réalité, il n'y a pas encore cette expertise sur les notions de mixed-use et sur cette capacité à s'intégrer dans un ensemble. Alors on parle de mixité sociale, mais si on revient aussi, Guillaume, sur une partie dont tu nous avais fait état, c'est sur la question de la disponibilité des flux. Si tu poses un bâtiment dans un quartier où en fait il n'y a pas d'accès, personne ne viendra dans ton bâtiment. Donc c'est la même chose d'un point de vue énergétique, avec la disponibilité de la CIE, avec le dimensionnement de puissance qui va bien. Donc finalement, c'est cet ensemble-là aussi qu'il faut qu'on arrive à identifier autour d'un projet pour qu'on puisse l'alimenter et pour qu'il puisse vivre. Effectivement, je reprends ce matin, on avait l'intervention donc du directeur du guichet unique de la CIE qui a bien insisté là-dessus. C'est effectivement quand on est sur des fonciers où l'accès à l'énergie est encore peu fiable, c'est vraiment travailler très en amont avec la CIE pour prévoir les besoins en énergie du mixed-use qui va être créé. Et donc ça nécessite beaucoup d'anticipation, surtout dans ces pays où forcément
l'infrastructure de base n'est pas forcément présente. Sur la partie expertise, on va retrouver, qu'on a mis ici dans les bullet points, notamment tout ce qui est études environnementales et sociales ou études d'impact environnemental et social. Dans tous les cas, cette capacité justement à aller analyser un petit peu ce qui se passe autour du projet, autour du programme, pour aller justement trouver de quoi le réintégrer dans son quartier, dans son contexte, quoi. Oui, si nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, on va dire, à Abidjan, c'est-à-dire à Côte d'Ivoire, l'étude d'impact est presque une institution. C'est le seul pays où je vois qu'on sort une étude d'impact, c'est quand même conséquent. Et surtout, ce n'est pas simplement les impacts environnementaux, c'est très important, comment on implante, comment on fait le projet, mais les études d'impact social. À Ouagadougou, nous faisons en ce moment un autre programme mixte également, mixte pas dans le sens où je parlais tout à l'heure, mais plutôt un bâtiment qui va héberger plusieurs programmes différents. On n'a pas ce regard qu'on a à Abidjan sur l'étude d'impact social et environnemental. Et ça, c'est très important, surtout quand nous associons des acteurs locaux, mais de facto, à participer dans le projet, à participer dans le programme, parce que, in fine, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la ville, il y a le promoteur ou l'investisseur, mais il y a l'usager. Et l'usager, ça doit être le point plus important, parce qu'une fois le projet construit, il faut que nous garantissions l'évolutivité de tout ça. Donc, en faisant des études d'impact, nous pouvons, même il y a des études sociologiques qui nous permettent de voir dans un pays ou dans une ville comment les habitudes des gens ont évolué pendant 20-30 ans. Et ça, c'est important parce qu'un autre élément pour moi fondamental dans un programme mixte, je dis bien un programme mixte dans le plus large sens du terme, c'est l'évolutivité du projet, l'évolutivité du programme. Aujourd'hui, nous faisons bureau dans une zone, demain, peut-être il faut le transformer en logement. Il faut l'intégrer dès la conception. C'est-à-dire que ce n'est pas faire 2 projets sur un, mais c'est laisser la flexibilité pour qu'elle puisse être évolutive selon le développement de la ville et le développement des besoins. Oui, très bien. Juste sur ça, effectivement, c'est la question aussi de l'engagement des institutions et de l'association des acteurs traditionnels. Mais alors, sur reprendre ces exemples sur Aquaba, on a fait donc ce listing-là. Est-ce qu'on peut juste, avant de passer peut-être aux questions, et là je regarde le timing, je pensais qu'on serait court, mais finalement on est bien, on est bien dedans. La slide suivante, s'il vous plaît, juste peut-être pour les derniers sujets que tu n'aurais pas évoqués, Whitson, sur Aquaba. Mais là, peut-être on se donne 2 minutes, 2 minutes 50, et puis après on passe aux questions. Oui, donc là je fais un peu ma pub en même temps, mais le complexe Aquaba, il se trouve au croisement entre la rue du Canal, le boulevard de Marseille et le VGE. Donc ça va donner directement sur le VGE et directement sur la station de métro qui sera entre le VGE et le complexe Aquaba. Donc il y a un immeuble résidentiel qui donne sur la rue du Canal, des bureaux qui donneront sur l'autre côté du VGE, donc sur le parvis de la gare. Et ici, vous voyez un bâtiment qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a dans l'angle entre le boulevard de Marseille et la rue du Canal. C'est un hôtel qui ce sera géré par Golden Tulip. 200 chambres. Il y a mon assistant maître d'ouvrage qui est devant, sur ton contrôle. Donc ces 200 chambres va faire, ce sera le premier hôtel de la ville, à part les hôtels de l'aéroport. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est-à-dire arriver à Aquaba, nous logeons, il n'y a pas de bouchon, pas de risque de louper un panel, être à Abidjan à 15 minutes, Abidjan, c'est-à-dire au plateau à 15 minutes,
et retourner dans le complexe. Dans un quartier que nous savons comment ça évolue en ce moment, avec toutes les aménités dont nous pouvons rêver dans une ville moderne. Et en plus, nous pouvons y habiter. Les hommes d'affaires qui veulent être à côté de l'aéroport peuvent habiter à Aqaba, recevoir ses amis dans l'hôtel, avoir ses bureaux à côté. Je pense que c'est ça une ville mixte, puisque demain, nous pouvons transformer tout ça et faire en sorte que le bureau devienne logement, puisqu'on a besoin de logements sociaux, faire en sorte que l'hôtel puisse évoluer en quelque chose également. Et ça, c'est un travail qui doit être fait dans parfaite communion avec le maîtrise d'ouvrage et une volonté de maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas de projet avec quelqu'un tout seul dans son coin. La réussite d'un projet, c'est d'être le maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, les assistants aux maîtrises d'ouvrage, et surtout en dialogue avec la ville et en dialogue avec les institutions de tout genre. Et le traditionnel, tu l'as répété tout à l'heure, pas que dans le cadre études, mais dans le cadre insertion et cohérence du quartier dans sa vie et son devenir. Guillaume, c'est bon, on passe aux questions. S'il vous plaît, s'il y a quelques questions. Le micro arrive. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, je suis Maxime Assamoah, directeur général de Emo Gestion Technique. J'ai 2 questions. La première question, la date prévisionnelle de fin de vos travaux. Et la deuxième question, est-ce que vous avez pris en compte la contrainte d'exploitation sur ce bâtiment? Bon, c'est clair, hein, je pense qu'il n'y a pas... Je pense qu'on parle d'un projet spécifique, même si j'ai tout fait pour ne pas entrer trop dans les détails d'un projet spécifique. Mais bon, c'est un projet qui est prévu, la livraison, je pense qu'en fin 2025, pour la partie hôtelière et résidentielle. Et voilà, c'est l'ensemble du complexe. Parce que je pense que nous n'avons pas, en effet, évoqué ces points sur le délai. Hein. Quand nous faisons un programme mixte, c'est très compliqué à maîtriser le délai, parce qu'il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Hein. C'est le moment où nous levons tous les fonds parce qu'il y a des investisseurs ou des intéressés dans l'hôtel, peut-être ne sont pas au même moment que nous levons le fonds pour le bureau, ou peut-être la commercialisation des résidences, des appartements, sont lents, ou peut-être trop vite, et après on se sent... on est dépassé par l'urgence de démarrer un chantier au risque de ne pas bien le préparer. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais l'idée, c'est la livraison en fin 2025 pour l'ensemble du complexe Aqaba. Sur les contraintes techniques, je pense, il y avait cette deuxième question. Est-ce qu'ils ont intégré la partie contraintes techniques? Si on pensait en tout cas, c'est sur la notion de comment on va les gérer à terme, c'est ça? Oui. Quand je vois le bâtiment, il est super beau, il est super joli. Moi, j'aime, franchement, j'admire. Mais je me pose la première question, comment vous allez entretenir le nettoyage des façades extérieures déjà? Et c'est une question qui revient souvent sur les beaux bâtiments très jolis. Parce que je ne sais pas où vous allez mettre un nacelle, en fait. Il n'y a pas de nacelle. Encore une fois, nous militons au low-tech des architectures, c'est-à-dire que tout embellissement doit servir à quelque chose. Dans ce cas, dans le bureau ou dans le logement, nous avons toujours des coursives ou des balcons extérieurs qui ont plusieurs raisons d'exister. Le besoin d'avoir des balcons et des espaces extérieurs pour la vie quotidienne, des protections solaires et surtout dans l'entretien, même dans le bureau, nous avons les éléments de façade, mais derrière ces éléments de façade, c'est des caillebotis qui servent à renforcer la protection solaire, mais comme outil d'entretien. Parce que dans le bureau, si c'est le siège social d'un groupe, il sait les gérer, hein, pas de problème. Mais si nous faisons des plateaux ou des semi-plateaux à être découpés pour être loués
selon les besoins des uns et des autres. Il faut que l'entretien extérieur à ce que chacun loue soit complètement externe et individuel. Sortir tout ça de l'usage de la personne qui a son bureau dans le moment T. Et il faut que ça soit quelque chose qui soit géré par une copropriété ou par des charges communes du complexe. Donc dans la partie résidence, les balcons servent à ça, l'entretien, nettoyer les fenêtres. Dans l'hôtel, par exemple, toutes les fenêtres sont ouvrantes pour éviter d'avoir une nacelle, parce que c'est moche et ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc ça, c'est des choses que nous devons penser dès le départ. Heureusement, il n'y a pas que les façades à entretenir. Je pense qu'il y a aussi des questions des CTA sur les toits, il y a aussi les jardins, l'espace vert. Toutes les feuilles qui vont tomber. Ouh là là, il faut gérer. Vous inquiétez pas, je pense qu'il y a qui? Il y a l'AMO dans la salle, non? Qui peut-être répondra aussi à des questions plus précises après. Si vous permettez, monsieur Assamoah, on donne une deuxième question, merci. Bonsoir messieurs. Ma question s'articule autour d'un thème qui est très à la page actuellement en parlant d'architecture durable. Donc, j'aimerais savoir si votre projet respecte ce cadre-là de l'écologisme, de la protection de la nature et de l'environnement, et aussi si le projet fait majoritairement appel à des matériaux locaux, à des prestataires locaux. Merci. Moi, j'ai envie de dire, on ne répond pas à cette question parce que c'est toujours la même chose. Non, en bâtiment, on casse tout, on refait. Et même quand il y a des arbres, on ne les garde pas, on en replante. Donc, je pense qu'il y a, pour introduire juste la réponse, c'est ça, non? Pour introduire la réponse, il y a le sujet de Edge Building. Il me semble que vous allez là-dessus. Edge Buildings. La certification Edge qui déjà impose d'avoir une certaine réflexion sur la protection solaire, on en parlait à l'instant, mais sur aussi les machines qui vont être utilisées avec le niveau de performance de ces machines, l'isolation thermique, il y a tout ça en fait, toute cette réflexion déjà sur les matériaux qui sont là. Et après, moi j'ai ma petite idée, mais je vais peut-être laisser l'architecte en parler directement sur la question de est-ce qu'on utilise du béton ou de la terre compressée. Je pense que tu as touché le point. Il n'y a pas de ville écologique, c'est clair. Il n'y a pas d'intervention humaine écologique, c'est clair. À partir du moment où nous construisons quelque chose, bien sûr que nous touchons un écosystème, nous touchons quelque chose. Notre rôle, c'est plutôt de faire en sorte que ça soit fait au mieux, au mieux par rapport à l'environnement, par rapport à l'homme, par rapport aux animaux, par rapport à d'autres choses. En ce moment, nous avons, et je profite pour inviter ceux qui peuvent, nous avons une exposition d'architecture studio au musée 104 à Paris sur le thème le tracé bleu. Le tracé bleu, c'est une idée que nous développons en ce moment à l'agence, qui était fruit d'un livre que nous venons de sortir, une réflexion pendant 2 ans, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens de champs d'activités diverses. Et pourquoi tracé bleu? Bleu du planète, mais ça veut dire que c'est comment nous pouvons faire en sorte que l'intervention de notre métier, c'est-à-dire l'architecture, puisse être au plus holistique possible, au plus large possible. Et questionner, d'ailleurs l'étude d'impact social et environnemental d'Abidjan, peut-être c'est un outil, mais après il ne faut pas oublier que dans le bâtiment, nous sommes régis par des normes. Okay? Et ces normes sont validées par des assureurs, par des assurances, par des gestes d'exploitation, ainsi de suite. Donc, même si nous essayons de faire au mieux, nous avons des normatives que nous devons être des acteurs pour aider à faire évoluer quand nous pouvons le faire. À part ça, c'est dans l'éthique de l'architecture de faire de ce sens, dans ce sort, de dire que
il faut que nous faisons au mieux pour l'intégration. Donc les matériaux, à part la partie normative, quand je dis partie normative, bien sûr que tous les labels sont des normatives qui arrivent et qui réussissent à imposer, au bénéfice bien sûr du projet et de l'environnement, nous sommes obligés à l'intégrer. Donc sur Aquaba, nous serons certifiés EDGE, qui est déjà au-dessus de la norme normale, c'est-à-dire nous appliquons d'abord la norme, comme ça nous avons toutes nos assurances, et à partir de là, nous allons faire au mieux, nous tirons le curseur vers le haut, et à part ça, dans un projet de cette taille, c'est-à-dire dans un mixed use qui, déjà pour convaincre à être fait, il doit être normativement parfait, la marge de manœuvre, par exemple construire en terre dans un IGH, nous savons que c'est un peu trop tôt de le faire, mais peut-être d'ici peu de temps, nous pourrions le faire. En France, à Nice Méridien, nous venons de faire le plus grand immeuble en structure bois pour le bureau, pour le tertiaire en France. C'est 10 étages, tout en bois. Mais il y a une filière. Donc, ça ne sera pas écologique d'arriver à Abidjan et dire qu'on va construire un immeuble en bois. C'est-à-dire qu'on va déforester pour venir construire un immeuble en bois. Non, il faut... Qu'est-ce qui est plus nocif pour l'environnement? Et essayons de l'exclure. Juste pour finir, pardon, on s'étale un peu sur les questions, mais celle-là, je trouve qu'elle est très intéressante. Il y a un deuxième volet, il y a la question de la main-d'œuvre locale, c'est bien ça, hein, c'est-à-dire... Alors les matériaux, on vient de l'évoquer, et au-delà des quelques matériaux qu'on a évoqués ici, il y a vraiment la question de est-ce qu'on fabrique sur place, est-ce qu'on fait du verre ici, est-ce qu'on a de la transformation de profilés aluminium ici, aussi performants que ceux qu'il nous en faut. La question du bois aussi, sur la maîtrise de la filière bois, etc. Et c'est qui sont très normés d'ailleurs en Europe. Donc c'est une première question, c'est que quand on veut une certaine qualité de matière pour un ouvrage, ben, finalement on se retrouve majoritairement à importer ça. Et on vient complètement à contresens de la notion d'écologie, peu importe la typologie de matériaux qu'on importe. Mais il y a aussi la question de la main-d'œuvre qui va être formée, et il y a aussi la question de la disponibilité aussi de cette main-d'œuvre sur place qui peut faire des briques de terre, qui a capacité à la faire en grand nombre, etc. Donc c'est une question qui est relativement complexe, mais que je trouve intéressante à aborder, parce que si ce n'est pas sur des projets comme ça qu'on impose, possiblement aux constructeurs d'avoir, par exemple, une clause sociale, il faut recruter des gars du quartier, les former, avoir des taux de performance et d'intégration dans le marché. Ce que fait, entre parenthèses, Expertise France, ils viennent de lancer un programme comme ça sur Abidjan. Si ce n'est pas sur ces projets-là, je ne sais pas effectivement sur quel projet on peut y arriver. Donc je ne réponds pas à cette question-là, mais je vous propose qu'on passe à la troisième et qu'on arrête de parler parce qu'il y a un autre panel. Oui, monsieur. On a dit 3 questions, c'est ça? Ouais. Pas de parité dans les questions, que des hommes. Hein. Bonjour, je me présente Océan Nyangé. Je travaille à l'ambassade du Congo ici en Côte d'Ivoire. J'avais une petite question justement pour l'architecte. C'était de savoir comment vous mettez en place un cadre de discussion avec tous les membres justement de l'institution pour définir un tel type de projet. Et la deuxième partie, donc le deuxième volet de la question, c'est de savoir, tout à l'heure on a parlé de décentralisation, pourquoi mettre en aussi beau projet à Abidjan, quand on connaît un peu le côté saturé d'Abidjan, par rapport à une ville comme San Pedro ou peut-être Jacquesville, où il y a peut-être un intérêt supplémentaire à amener les populations à aller vers quelque chose de nouveau dans ces villes-là. Voilà un peu ma question. Je vous remercie. Mais je t'en prie, Whitson, tu es l'architecte, en tout cas tu es plus architecte que moi, c'est clair. C'est dommage, il n'y a aucune question pour Guillaume, on va se mettre de côté. La première question, c'était... Comment on réunit tous les acteurs pour... Voilà. Je pense qu'il n'a rien de mieux que l'humour. Là, je pense que j'ai parlé de village, ce n'était pas par hasard. Hein. Encore plus sérieusement, c'est notre devoir de convaincre. Et convaincre des gens à faire mieux, c'est un challenge, ça consomme beaucoup d'énergie, mais il y a un sens.
Il y a un sens. Je pense que l'humour aide beaucoup. Mais après, il faut, à chaque fois que nous challengeons sur un sens, nous voulons aller ou pas, il faut avoir sur la main la réponse. Il faut convaincre. Par exemple, nous n'avons pas évoqué la question de la rentabilité. Ah, je pense que... Hein? Ah, merci. Je n'ai pas entendu le tuyau. Mais ça fait partie des outils pour convaincre. Parce que le monde financier d'un projet immobilier, c'est géré sur investissement, rentabilité. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas du tout en tant qu'architecte. Ça m'intéresse de faire la ville évoluer. Et si je peux profiter pour dire, écoutez, monsieur, vous savez, vous n'utilisez pas votre piscine parce que tout le monde vous regarde dessus et qu'il accepte à intégrer dans sa ville, dans son village, le personnel. C'est-à-dire que le personnel vit avec lui, même si avec chacun, il a son intimité, le côté personnel a sa terrasse, ils ont leur intimité. Et je pense que c'est trouver la raison pour, dans un moment T, pour dire pourquoi il y a du sens de faire d'une façon ou d'autre, même si ce n'est pas le sens de ta pensée, je pense. Je suis désolé de le dire si brut comme ça, mais c'est vrai. Quand nous disons que faire la ville, le même programme, un hôtel, si nous ajoutons d'autres choses, le calcul est très vite fait. Non, juste pour la dernière partie de la question, pourquoi pas à San Pedro ou à Sassandra ou autre, il y a évidemment mais la question de la rentabilité est quand même clé, je pense. En fait, c'est pas une mauvaise question, c'est une très bonne question, mais ça permet de faire comprendre en fait à ceux qui peut-être sont un peu loin de l'immobilier, que quand on fait de l'immobilier, et ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire à ceux qui suivent un peu notre activité, c'est on ne fait pas d'immobilier par ego. À la fin de la journée, on vend un produit. Moi, si on me propose un truc aussi beau à San Pedro et qu'on me dit ça te coûte 500 millions, je n'achète pas. C'est ça en fait. Donc quand tu fais un truc aussi beau, tu as intérêt à t'assurer que ce soit dans une zone où tes clients, donc tes cibles, en fait, il faut que tu les identifies. Les cibles de ce type de projet, c'est classe supérieure, catégorie moyenne voire supérieure, cadre supérieur, directeur d'entreprise. Tu ne vas pas leur dire de s'installer en résidence principale à San Pedro. Ils ne vont pas accepter. Donc tu as intérêt à être en plein cœur d'Abidjan, dans une zone qui a 10 accès pour être desservie, et puis qui te permet une fluidité d'accès, une commodité qui est sans commune mesure en réalité. Si tu proposes autre chose, c'est pas vendable. C'est beau, mais c'est pas vendable. Mais en même temps, il faut pas l'écarter. Nous faisons ce projet, et le maître d'ouvrage nous a approché pour faire ce projet parce qu'il y avait une idée, pour nous, était beaucoup plus séduisante que cette idée qui nous plaît beaucoup aussi. C'était de dire les villes secondaires africaines n'ont pas d'hôtellerie. Okay? San Pedro a du mal avec l'hôtellerie. Boaké a du mal donc, ça, c'était un projet théorique que nous avons développé avec un hôtelier, de faire une chaîne d'hôtels pour les villes secondaires. Là, je pense que la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les matériaux locaux, il y avait tout son sens. Et c'est un projet qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un promoteur qui peut être intéressé à ce qu'on le présente, mais il y a un intérêt extraordinaire. Le projet, ça nous a servi un peu de cheval de Troie dans notre développement que nous avons fait dans l'Afrique subsaharienne, parce qu'on a essayé à tout coup de l'implanter. On est allé au Sénégal, à Touba, à Thiès, nous sommes partis à Saint-Louis, à Abidjan. Je suis allé dans toutes les villes secondaires d'Abidjan. À Yamoussoukro, on a failli réussir le projet. Au Togo, donc on a fait vraiment, c'était pendant 4-5 ans, le nombre de personnalités, de personnages qu'on a rencontrés pour essayer de faire ce projet avec
l'hôtelier, qui à un moment a désisté, bien sûr, parce que chaque fois, il y avait un problème. Le problème, c'était presque jamais la rentabilité de la chose, parce qu'il y a un manque, il y a un besoin. Le problème, c'était quand le foncier était bon, le financement prenait trop de temps, et surtout, comme c'est des hôtels, on va dire, à 4-5 milliards, un grand financier, il va venir peut-être investir ici à Abidjan, parce que peut-être c'est plus intéressant, mais on a toujours eu un blocage. Et chaque fois, on a parti dans le village à côté, dans la ville secondaire à côté, et seulement pour dire que malheureusement, même si on peut influencer beaucoup de choses, mais on n'a pas la main sur le choix des projets que les gens veulent faire. Nous pouvons simplement influencer les influenceurs. Alors je pense qu'il y en a encore. Enfin, la discussion est intéressante, hein, le débat. Oh. Guillaume, non, je pense que ça a été très bien répondu par monsieur sur la partie financière et sur. Ça revient à la première remarque qu'on avait faite sur l'étude de marché. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une étude de marché qui justifie le fait de faire un hôtel ou un projet de mixed use à San Pedro ou à Sassandra? Voilà, c'est ça, c'est la base et on en revient toujours à ça. Ceci dit, la réponse qui est apportée et complétée là par notre ami Montero, c'est plutôt de dire que les banquiers ne s'intéressent qu'à des gros projets très rentables et qu'en réalité, dans les villes secondaires, ça ne les intéresse pas encore. Alors que, excusez-moi du peu, mais toutes les villes secondaires se développent avec des hôtelleries. Ça marche pas, ça c'est une autre question, mais il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y a quand même des acteurs qui vont sur des échelles plus petites et qui développent leur truc à leur niveau. Donc peut-être. Voilà. Après, il y a la question des opérateurs internationaux par rapport à des opérateurs locaux. Les attentes ne sont pas les mêmes. C'est exactement ça. Et les contraintes non plus, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes avec les notions des DFI. Donc en fait, ça existe. Peut-être pas à ce niveau-là, mais ça existe aussi. Et c'est peut-être pas financé par les grandes banques, mais c'est financé par des acteurs plus locaux, régionaux. Et je crois que la question de la décentralisation est beaucoup plus large, parce qu'en réalité, tout est concentré sur Abidjan, mais ça, c'est pas le seul pays dans lequel ça se passe comme ça, malheureusement. Est-ce qu'on conclut? Parce que je sens que j'ai le poids de... Ah, attendez, une dame, quand même. Les chefs du village, est-ce qu'on interroge une dame, quand même? Parce que un peu de parité dans les questions. S'il vous plaît, il y a une main levée là-bas, s'il vous plaît, si vous voulez bien lever la main, allez-y. Dernière question, on est d'accord? Bonjour, cher monsieur. C'est une question purement esthétique. Donc on a vraiment répondu à... Enfin, il y a des questions qui ont été... La question était de savoir pourquoi... Le micro marche mal, pardon. Vous avez un deuxième micro, peut-être? Non, c'est le temps qui joue. Ah. Oui, le temps joue. Ici. Je crois que ça... Oui, pour savoir, il existe un obstacle à la... notamment aux architectes. Ça va mieux. Ma question était de savoir si, enfin elle est purement esthétique, à savoir si il existe un obstacle pour les architectes qui viennent concevoir, d'avoir une pensée ou plutôt un parti pris sur de la conception identitaire. Donc, parce que je suis un peu frustrée d'arriver dans des villes urbaines africaines et de ne pas avoir une vision architecturale identitaire, à l'image, par exemple, du Maroc, qui a vraiment cette identité-là. On a deux villes quand même marocaines qui construisent avec cette identité. Alors oui, pourquoi qu'est-ce qui fait obstacle à ce parti pris? Merci. Je viendrai à Abidjan, bien sûr. On n'a plus de micro, c'est bien. Alors,
la tradition architecturale, bon, en autre parenthèse, j'ai fait mes études au Brésil et au Portugal. Le Brésil, c'est un nouveau monde. Hein. C'est le pays qui, depuis les années 50, a mis l'accent sur la construction, sur le développement. Et aujourd'hui, il y a un style qui s'appelle le style brésilien, l'architecture brésilienne. Le Maroc, c'est-à-dire qui a sa tradition qui vient du monde arabe, bien sûr séculaire, est arrivé aujourd'hui avec un patrimoine bâti historique qui aujourd'hui est mis en valeur, qui est préservé depuis très fort longtemps. Et ça, avec la langue, avec la religion, a fait qu'il y a une identité, pas d'architecture, mais d'une culture qui s'est exprimée en des formes. C'est-à-dire, je parle esthétique, parce que la question c'est purement esthétique. Hein. Donc, je ne parle pas d'autres aspects. Moi, je suis... j'espère que vous n'avez pas pensé que j'étais un étranger, en tant qu'Africain. Non, mais moi, je suis vraiment à la demande à mes confrères architectes, africains ou autres, de dire, est-ce que c'est à nous de dire, ouais, on va maintenant réfléchir sur c'est quoi l'architecture africaine? Déjà, elle n'existe pas. Si nous sommes à Ouagadougou, c'est une chose. Si nous sommes à Bouaké, c'est une autre chose. À Abidjan, peut-être, ce serait encore une autre chose. Et cette perception et interprétation de ce que nous voyons dans la ville. Tout à l'heure, moi, je parlais des villages. Ce n'est pas une blague. Pour moi, les notions de village, ce n'est pas quelque chose de rétrograde. Rien de ça. C'est-à-dire, c'est une culture, c'est une richesse. Qu'est-ce que, quand nous changeons d'échelle, nous pouvons prendre là-dedans? Après, je ne suis pas sûr que faire une architecture aujourd'hui ivoirienne, ça pouvait se résumer à mettre peut-être le drapeau du Maroc, le drapeau de la Côte d'Ivoire ou les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut que ça soit beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et ça se construit. Je suis bavard, mais vous m'avez cherché. Il y a quelque chose qui joue profondément. Il y a 300 architectes inscrits à l'ordre en Côte d'Ivoire. Il y a une école d'architecture qui a été créée il y a 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire que c'est la première fournaille qui sort de cette école-là. Donc, qui réfléchit autre que le monde académique pour nous dire qu'est-ce qui pouvait être l'identité culturelle ou l'identité architecturale d'un pays ou d'une ville? Je parlais du Brésil. Le Brésil, l'université de São Paulo, qui a été créée à l'époque des communistes brésiliens, une université qui n'a pas de porte, pour montrer que l'enseignement doit être ouvert à tout le monde, a été transformée dans un aspect culturel et aujourd'hui en architecture brésilienne. Ça a pris, on va dire, 80 ans. Parce qu'avant, l'avenue de Paulista, c'était que des maisons néocoloniaux des producteurs de café. Aujourd'hui, l'architecture brésilienne, on parle des formes libres, de la légèreté, de la nature qui entre dedans, de ne pas avoir de double vitrage, d'avoir des menuiseries presque inexistantes. C'est une légèreté qui est même dans le samba. Même Oscar Niemeyer, elle disait, moi, je n'ai pas de principe d'architecture. Je dessine quelque chose de beau, qui me plaît. Après, je trouve l'explication. Si je ne trouve pas, j'efface tout et je commence de zéro. En Europe, il y a 2 pays qui ont aujourd'hui une culture architecturale contemporaine. On parle de l'architecture portugaise, on parle de l'architecture suisse, oui, l'espagnol aussi, l'architecture espagnole. Nous ne parlons pas, par exemple, de l'architecture française. Il n'existe pas l'architecture française. Parce qu'il est dans une ambiguïté entre le passé et l'avenir. Et ça, c'est très difficile de sortir. Parce que c'était trop fort, l'identité développée par Haussmann. Aujourd'hui, nous avons du mal à sortir de là. Je suis désolé, je vais finir, mais l'enseignement, l'école, quand l'État ivoirien
va continuer à financer l'école de l'UMOA à Lomé, mais qui va dire nous avons besoin d'écoles publiques avec des intellectuels, architectes qui réfléchissent et qui écrivent un programme. C'est un programme académique. Il n'y a pas de programme académique. Donc nous aurons du mal à définir l'architecture africaine ou abidjanaise très vite. Merci beaucoup. On les acclame très fort. Ah.